Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, la seule émission du dimanche qui ne parle que de rugby. Au sommet, résultats, analyse, invité. La deuxième journée du top 14 passée au crible par Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. Le loup qui brille en ce début de saison. Théo Millet, le 3/4 centre lyonnais, sera notre invité aux alentours de 18h15, 18h30. Comment battre l'Angleterre? C'est le défi de l'équipe de France féminine qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Et Jessie Trémoulière sera notre invitée. Et puis à 18h50 environ, on se projettera sur le dernier match de ce week-end, celui du Racing face à l'UBB. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et participer. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Baptiste Elissalde, notre consultant Sud Radio, et Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut François, salut Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Et bien sûr, on va commencer aussi avec Quentin, quand même. Salut Quentin. Bonsoir à tous. Ouais, parce que c'était un dimanche très féminin aujourd'hui côté rugby. Il y a eu des résultats, notamment un résultat français. Les Françaises ont souffert, mais ont battu l'Irlande. Exactement. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Elles étaient menées 13-0 par les Irlandaises. Mais les Bleus ont réussi à retourner le match pour finalement s'imposer sur le score de 18-13. L'équipe de France retrouvera samedi... très probablement le favori de la compétition, l'Angleterre, qui est en train de jouer en ce moment même contre l'Écosse. Pour l'instant, les Anglaises mènent 26-3, donc ça va être une tâche très ardue pour l'équipe de France féminine contre les Anglaises, normalement samedi prochain. Ouais, on va en parler, on en parlera bien sûr sur Sud Radio de ce match, mais on va en parler aussi un petit peu plus tard dans cette émission, donc au cœur de la mêlée. Juste quand même récapituler avant le match de ce soir, Racing UBB, le match de 21h05 qu'on va vivre en intégralité avec Alexandre Priam, Clément Combe. Rappeler quand même les résultats depuis hier, ce qu'on a vécu en direct, en intégralité sur Sud Radio. Ça avait démarré justement avec le succès à l'extérieur du Loup Rugby sur la pelouse de Montauban, 25-18. Bayonne a battu Montpellier 26-23. Succès de Pau face au Stade Français 34-10. La Rochelle s'est imposée face à Clermont 34-16. Toulouse a battu Perpignan 31-13. Et enfin, Toulon s'est imposé à domicile face à Castres 16-12. À noter, François, que le top 14 va changer d'horaire le week-end prochain pour laisser place à la demi-finale de l'équipe de France féminine. Le multiplex prévu d'habitude à 16h35 aura lieu à 18h30. Il y aura donc un match à 14h30 et ensuite un gros multiplex à 18h30 avant le match de 21h et le match du dimanche de manière tout à fait classique. Voilà. Et pour être complet, bien sûr, on va commencer avec Philippe Spanghero parce que j'imagine que ce week-end-là, forcément, il t'a tapé dans l'œil. Alors, quel est ton clin d'œil du week-end, Philippe ? Alors mon clin d'œil, il est à l'international avec la démonstration sud-africaine en terre néo-zélandaise. Alors depuis, c'est un peu compliqué en Nouvelle-Zélande, plus grosse défaite sur les terres néo-zélandaises infligées par ces Sudaf qui pourtant avaient fait très très largement tourner leur effectif. Puisque cette équipe était quand même très vieillissante. La semaine dernière, elle s'était inclinée face aux Blacks avec seulement 2 joueurs de moins de 30 ans dans son effectif. Et là, il y a eu un revirement de situation complet avec une équipe annoncée très tôt dans la semaine par Rassie Erasmus. Et puis, la jeunesse sud-africaine a fait des étincelles avec en plus une ambition dans le jeu qu'on connaît peu chez les Sud-Africains. Oui, est-ce que c'est un changement de style, Jean-Baptiste, pour toi, ce qu'on a aperçu hier avec cette victoire historique, cette victoire fleuve 43-16 C'est un changement de style. 46-17. Ouais. C'est un changement de style qui est adapté aux joueurs qu'ils ont sur le terrain. Ils ont démarré avec des mecs comme Villemc, un jeune ailier, Colby, etc. Ils ont enlevé les poids lourds, Allende, Krill. Donc ils avaient décidé de mettre de la vitesse dans leur jeu, c'est ce qu'ils ont fait. Mais il y a un tournant dans le match, c'est cette interception de Colby, parce que les Blacks, paradoxalement, ils ont peut-être produit leur meilleur jeu d'attaque placé. Ils ont réussi à contourner cette défense rush 2 ou 3 fois, et s'il n'y a pas interception de Colby et c'est des All Blacks, je pense que le match peut être totalement différent. Ouais. Et après sur l'euphorie, l'Afrique du Sud a été stoppée, et au milieu de tout ça, le centre, un centre demi-ouverture arrière, Villemc, vraiment, c'est pas une découverte, on le connaissait, mais là hier il a fait un match de top niveau mondial là, à mettre sur les tablettes des recruteurs du top 14. Ouais, le jeune ailier Hooker aussi qui a été très très utilisé, et qui a fait quand même une drôle de partie hier aussi. Exactement.
Ouais, effectivement, les ressources quand même du rugby sud-africain, double champion du monde et qui court vers un 3e titre consécutif, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'objectif de Rassie Erasmus et de ses hommes. Voilà, ce sera en 27 en Australie. En tout cas, ça a marqué les esprits, cette victoire historique. Alors, pour tout vous dire, là, dans les ordres avec Quentin, qui est un petit peu l'homme qui régit tout, bien là, il me dit quand même que j'avais pas donné le bon résultat. C'est 43-10, moi je lis 46-17 sur un autre, mais je sais que c'est plus de 40 points. Mais du coup, j'ai un petit doute. Après, moi j'ai vu 43-10, mais après. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, c'est beaucoup à pas beaucoup. Et en tout cas, ça doit faire mal à la tête à Scott Robinson et aux Néo-Zélandais. Retour au top 14 quand même avec toi, Jean-Baptiste Elissal, notre consultant Sud Radio, pour un petit peu ton focus du week-end. Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil à toi? Alors, ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est les drops qui reviennent un peu à la mode. Il y en a eu 3 ce week-end, et notamment 2 dans le même match hier soir, un de Lebrun, un de Jaminet. Et celui de Lebrun, si vous revoyez les actions, est tapé de manière lente, c'est-à-dire que le jeu est arrêté, et forcément c'est très dur pour un numéro 10 de taper un drop quand tu prends la pression et que tout le monde sait que tu vas le taper. Là, je pense que les 15 000 spectateurs, plus les gens sur le terrain, sentaient le drop venir, et donc il a pris une grosse pression, il l'a loupé complètement. Et quelques minutes plus tard, Jaminet, lui, s'est mis en position dans un mouvement plutôt dynamique, et il a tapé ce drop dans un fauteuil. 2 mêmes actions, mais pas paralysées de la même façon, qu'apportent un résultat différent. Et dans un match très serré, c'est peut-être ce qui a fait certainement la différence. 16-12. Donc le drop, le drop revient à la mode, et j'en suis très heureux. Ouais, et on l'a vu également avec le Montalbanais Bosviel qui face à Lyon a réussi un drop aussi. Pourquoi ça s'est perdu, toi qui étais un spécialiste du drop quand même, Jean-Baptiste? Je pense que on est rentré dans une ère où on va chercher les pénales touches, on peut jouer les pénalités à la main, et c'est vrai que on parlait du drop comme d'une attaque avortée à mon époque, et c'est vrai que dès qu'on manquait de mouvement dans cette zone de conclusion, on voyait des joueurs comme Delo, Delègue, bien avant encore Monsieur Drop Albaladino pour les plus anciens comme toi, François. Tenter ce genre. Et puis ça a disparu parce qu'en fait c'est que 3 points, alors qu'on se dit qu'en tenant le ballon, on va forcément avoir une pénalité peut-être pour aller faire une pénale touche ou mettre l'adversaire sous pression, ce qui peut être vrai. Mais je pense que dans des matchs aussi serrés, vu dont le top 14 se déroule, c'est un geste qui devrait revenir un peu plus à la mode et qui compte dans les moments importants. Voilà, moi je sais qu'à Montpellier, lors des phases finales qu'on avait faites là, on avait beaucoup travaillé ce moment parce que c'est important. Et il me semble que Garbici en avait mis un et Boutier aussi en finale, demi-finale et finale. Voilà, je pense que c'est des moments qui donnent, là hier soir pour Toulon, à l'inverse de Castres, c'est des moments qui donnent le momentum à l'équipe, quoi. Quand les avances se relèvent, il y a 3 points, tu repars dans ton camp et là, vous, messieurs, nous, on a marqué des points. Et ça se perd un petit peu, c'est dommage, mais voilà. J'espère que ça va revenir. On en a vu énormément l'année dernière en phase finale de Pro D2, notamment justement les Montalbanais avec Bosviel et Fortunel. Il y a eu un drop par match dans ces phases finales pour Montauban, et ça les a menés notamment jusqu'au titre. Jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ça vient sanctionner des temps forts. On va dire culturellement, Jean-Baptiste, cette phase de jeu était, on va dire, bénie, ou en tout cas choyée par les entraîneurs. Voilà, qui aimaient bien qu'on récompense les temps forts des avants, notamment par des points, puis ça s'est un petit peu perdu au profit effectivement des pénales touches. C'est intéressant, on verra si la tendance se confirme. Messieurs, Philippe, ton podium du week-end, si tu devais décerner une médaille d'or. La médaille d'or, si on reste sur le top 14, je vais la donner à Pau. Pau qui confirme après une victoire à l'extérieur sur la pelouse de Castres la semaine dernière. On en a déjà parlé. C'est toujours compliqué d'aller s'y imposer. Et puis là, on a vu une équipe de la section bien en place sur ses bases. Je vous ai écouté hier aussi parler de cette densité qui manquait un peu à cette équipe la saison dernière, qui sont en train de trouver avec un recrutement intelligent. Il leur manque encore 2 de leurs joueurs principaux recrutés à l'intersaison, les Argentins. Donc cette équipe de la section paloise, elle est très agréable à voir jouer. C'est ma médaille d'or du week-end. Ta médaille d'or, ça peut être une équipe, ça peut être un geste, ça peut être un joueur. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, Jean-Baptiste, pour ta médaille d'or? Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, l'ailier de Lyon, Vainicolo. Ouais, l'ancien Toulonnais. Voilà, qui avec 3 ballons
a parcouru 6 fois plus de distance que Philippe dans toute sa carrière. 150 mètres, 150 mètres avec 3 ballons et notamment un avec 2 cadrages des bords, des gestes que pas grand monde sait faire en fait. Et vraiment, quel athlète, c'est incroyable. Alors oui, 5 défenseurs de temps en temps, de temps en temps, il a des petites absences dans le jeu sans ballon, sur les couvertures et tout. Mais par contre, quand il a des ballons, quelle vélocité, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Mais justement, à ce niveau-là, tu disais hier, le top 14, c'est à la fois dur et pas compliqué. Il faut être costaud devant et respecter des principes assez, on va dire les fondamentaux. Est-ce qu'on peut, on prend pas un risque à aligner des joueurs comme ça, qui ont des fulgurances offensives et qui ont quand même de grosses absences, notamment sur les ballons hauts et surtout ce jeu défensif? Ouais, oui, de temps en temps, mais faut trouver un équilibre. Et puis je pense que c'est des garçons, même s'ils font fit bien et qu'ils ont cet ADN porté plus sur l'attaque, qui peuvent se mobiliser dans la compréhension défensive, dans les couvertures, qui ont besoin aussi de s'acclimater, qui sont un peu fantasques, c'est comme ça. Donc on les prend surtout avec leur qualité. Et lui, il a tellement de qualité que bon, tu peux des fois te dire, en effet, il va me coûter sur une couverture de champ profond, il va peut-être me coûter un 50-22 ou il va me faire une petite cagade en faisant un en avant ou un offload en trop. Mais le nombre de situations qu'il débloque, c'est incroyable. Il avait commencé déjà à le faire avec Toulon. Et là, sur ses 2 premiers ballons, donc il en a touché que 3 d'attaque. Et sur 3, il en a fait 150 mètres. Donc voilà, il a traversé une fois le terrain et puis il est revenu jusqu'au milieu. Il n'était même pas essoufflé en plus. Non, c'était incroyable. Ta médaille d'argent, tiens Jean-Baptiste, tu vas enchaîner. Ma médaille d'argent, dans la continuité de ce qu'on a dit hier, ce sont les avants de Pau. Qui ont vraiment dominé alors la touche incontestablement, qui ont très bien défendu les ballons portés, qui ont très bien joué autour de la touche avec des mauls furtifs, qui ont aussi bien porté le ballon sur cette phase de jeu puisqu'ils marquent un essai. Leur déplacement défensif au sujet, j'ai trouvé très alerte et dans les remontées défensives avec une ligne de défense très haute, donc c'est impulsé en général par eux autour des rucks. Dans le replacement offensif avec des mecs très disponibles pour jouer le ballon. Le petit bémol, c'est sur la mêlée. Ils ont peut-être que leur mêlée est un peu friable, reste à progresser. Donc voilà, un 8 sur 10 pour les avant-palos. Philippe Spanghero, l'argent. Je reste sur les équipes et l'argent c'est le Loup, on va en reparler tout à l'heure, mais le Loup qui s'est sorti quand même du piège montalbanais parce que ils ont été en souffrance, ces Lyonnais hier. On en parlera tout à l'heure avec notre invité, mais en tous les cas, ils sont aujourd'hui en tête. Ils ont pris 9 points sur les 2 premières journées et cette équipe du Loup, c'est une équipe qui déçoit ces dernières saisons, qu'on a eu l'habitude il y a quelques saisons de voir dans le top 6. On la voit comme une grosse écurie du top 14 et là, elle démarre bien son début de championnat. Le bronze de Jean-Baptiste pour son podium du week-end. Le jeu au pied palois. C'est l'équipe sur les 2 premiers matchs qui a tapé le plus avec 32 coups de pied ce week-end. Je pense qu'ils sont aussi dans une mue, c'est-à-dire que attaquer à tout va, bon, ça a ses limites. Je pense qu'ils se servent du jeu au pied offensif, du jeu au pied de récupération. Il y a beaucoup de chasse. On voit qu'ils s'économisent beaucoup en énergie. Et du coup, quand ils ont des possessions ou qu'ils doivent tenir le ballon dans les 30 derniers mètres, ils le font avec brio. Et je pense que si les avants sont aussi fringants, c'est parce que l'équipe de Pau a un peu changé son fusil d'épaule et utilise beaucoup plus le jeu au pied offensif. Bon, Philippe, ta médaille de bronze. Médaille de bronze, je reste sur les équipes. C'est l'Aviron Bayonnais qui s'est sorti du piège aussi à domicile. On sait que Jean Daugé est une forteresse assez imprenable. En tous les cas, c'était le match piège par excellence hier avec cette équipe de Montpellier qui a besoin de se rassurer après son faux pas la semaine dernière à domicile. On a vu une équipe de Montpellier assez solide qui a perturbé cette équipe de Bayonne, mais qui sur le caractère collectif, ça en est sorti. Et donc, médaille de bronze pour l'Aviron. Allez, un flop chacun. Flop de Jean-Baptiste et le flop du week-end pour Philippe. Alors le mien, alors j'ai 2 numéros 10. Alors bon, je suis très dur avec les gens que j'aime bien parce que j'aime beaucoup Louis Lebrun. Un match décevant la première journée, mais à l'image de l'équipe, hélas, dans une équipe bien meilleure dans l'engagement, beaucoup trop de scories, j'en ai dénombré 7 entre les fautes de main, les passes mal assurées, c'est beaucoup trop, et puis ce drop manqué parce qu'il le tape quand il n'y a pas de vitesse.
C'est beaucoup trop pour un garçon de son calibre. Je pense qu'il peut bien faire mieux. Et le deuxième, c'est Plumeur, un numéro 10 aussi. On m'a dit qu'il avait un long coup de pied hyper précis. Et sur les 2 premiers matchs, je suis assez déçu. Un coup de pied chaussette contre Toulouse dans la tête de Flamand sur un bras cassé. Et là, 2 pénaltouches manquées. Et qui ont coûté très cher à Montferrand, qui a du coup descendu très très bas dans le terrain. Donc voilà, 2 numéros 10 que j'aime beaucoup, mais avec qui je suis un peu dur. Désolé. Ouais, mais c'est ça le principe du flop. Tiens, le tien, Philippe, pour ce week-end de top 14. Le flop, c'est pour cette équipe de Montauban. Alors, c'est un peu dur et c'est le prix de l'apprentissage en top 14. Il y a eu certainement un peu de naïveté de la part des Montalbanais hier, mais en tous les cas, c'est des points précieux qui leur tendaient les bras hier. On a vu une équipe qui a plutôt dominé les débats et donc ils arrivent même pas à prendre un point de bonus à la fin sur quelques temps forts mal négociés. Et donc, cette équipe de Montauban, toujours à 0 points. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Voilà, on a fait le tour d'horizon un petit peu avec Jean-Baptiste et Philippe. On va se retrouver avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Puis avec notre invité, puisqu'on va parler du Loup, c'est Théo Millet qui sera avec nous, le 3/4 centre de Lyon. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus Au cœur de la mêlée sur Sud Radio. François Trio. Au cœur de la mêlée avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero, c'est mieux quand le micro est ouvert et bien sûr avec vous au 0826 300 300. On parle du top 14, on a fait le tour déjà en ouverture avec Jean-Baptiste et Philippe Spanghero. C'était justement l'une des médailles du week-end accordée par Philippe, le Loup Lyon qui continue d'enchaîner donc un deuxième succès consécutif après sa victoire à Montauban hier 25-18. Pour en parler, Théo Millet est avec nous, 3/4 centre du Loup et on le remercie d'être avec nous, même si parfois il y a des petits problèmes d'horaire, on ne s'est pas bien compris. On est très heureux de t'avoir avec nous. Bonsoir Théo. Bonsoir à tous. Effectivement, bon voilà, mais en tout cas, c'est ça aussi le rugby, c'est l'intelligence situationnelle. Autour de la table, donc, Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanghero, Quentin Cabanis, toute l'équipe. Et voilà, et on est très heureux de t'avoir avec nous parce que c'est vrai qu'il y a d'abord la performance du Loup et puis également toi, ton parcours qui continue de grimper tout en régularité. On va y revenir. D'abord, le Loup qui est aux avant-postes du classement. Certes, on s'enflamme pas, on est après deux journées. Mais est-ce que ça vient sanctionner un travail particulier, des ambitions encore plus hautes, ou voilà, comment toi tu vois ce début de saison? Écoute, nous on est plutôt contents de ce début de saison. C'est vrai que depuis quelques années, tu vois, les staffs s'enchaînaient au Loup Rugby et donc là, l'apport de Karim l'année dernière et cette stabilité qu'on a eu pendant la pré-saison a permis de construire un vrai projet. Et donc on a bien bossé tout l'été pour en être là aujourd'hui. Maintenant, comme tu l'as dit, ça fait que 2 journées qu'on a débarré, donc on est plutôt content, mais on sait tout le travail qu'on a à faire parce qu'on doit garder cette constance en top 14 qui est un championnat tellement dur aujourd'hui que si on se relâche un peu, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on est très content de l'état d'esprit déjà qu'on met en place, parce qu'on sait que sur les premières journées, le jeu ne sera pas forcément peut-être présent et directement là, mais en tout cas, si l'état d'esprit est bon, c'est que de bon augure en tout cas. Voilà, prochain match pour les Lyonnais et le Loup, ce sera réception du Stade Français le week-end prochain. Question de Jean-Baptiste Elissalde, notre consultant Sud Radio, à Théo Millet, 3/4 centre du Loup. Ouais, Théo, bonjour. Écoute, déjà félicitations en effet. T'as parlé. Je vais plus parler de ton parcours à toi. Tu fais partie de nombreux joueurs passés par la Pro D2. Où vas-tu t'arrêter tout simplement? J'ai envie de te répondre le plus loin possible, mais après la question est large, mais j'ai envie de dire que je me mets souvent au travail du collectif et ce qui m'a permis aussi d'avancer personnellement. Donc je suis très content l'année dernière d'être arrivé au Loup pour pouvoir aussi m'épanouir en top 14. Et donc quand la mayonnaise prend bien avec le groupe et tout ça, nos prestations sur le terrain le sont aussi. Donc écoute, si la mayonnaise prend partout, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Ouais, on rappelle l'an dernier, 20 matchs, 19 titularisations quand même, top 14 et challenge réunis. Philippe Spanghero avec Théo Millet.
Ouais, Théo, bonsoir. Une question qui concerne un peu plus le Loup. On n'a pas trop entendu les dirigeants et le staff à l'intersaison sur les ambitions affichées. Ce que je disais avant que tu arrives, c'est que c'est vrai que le Loup a un peu déçu ces dernières saisons parce que ça apparaît maintenant comme un des gros cadors du championnat. Est-ce qu'il y a des ambitions qui sont clairement affichées en termes d'objectifs de phase finale, une communication qui a été donnée aux joueurs en ce sens, ou est-ce que volontairement pour pas rajouter de pression, on est resté un peu dans le flou au niveau du staff? Ben, le staff a été quand même assez clair sur les attendus, même la direction, c'était vraiment ce top 6 et ces phases finales à aller chercher. Après, c'est vrai qu'on a voulu être plutôt discret pour pouvoir bosser un peu dans l'ombre et être focus sur l'équipe. Mais les ambitions sont là parce que on arrive, on est les deuxième but du top 14. On a vraiment tout ce qui est fait, tout est fait pour que le rugby prenne à Lyon, et donc c'est vrai que les deux dernières, même les 3 dernières années n'étaient pas au rendez-vous malgré une troisième place avec Xavier Garbajosa. Mais voilà, donc on sait où on veut aller quand même, aller chercher ces 6 premières places. Mais voilà, on sait que le chemin est long et qu'on doit être constant, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Ouais, constant, un petit peu comme ta progression, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste. Tu as connu le 15 de France, en tout cas la tournée en Nouvelle-Zélande, mais tu fais partie des joueurs qui n'ont pas participé à un des 3 test matchs. C'est quoi, ça reste un regret, ou au contraire tu es heureux d'avoir fait cette tournée? Ben, quand je le vois maintenant, c'est je suis plutôt heureux d'avoir fait cette tournée, parce que c'est vrai que j'arrive de loin, on va dire ça comme ça. Mais après, quand on est compétiteur et joueur, on a toujours envie de se mesurer meilleur, donc forcément qu'il y avait beaucoup de frustration. Mais on va dire que ça a apporté aussi de la confiance et de l'orgueil pour amener au groupe de Lyon. Et donc ça, je pense que ça sera que bénéfique pour moi et pour le groupe, quoi. Ouais, Jean-Baptiste, toi qui connais justement ce haut niveau, J'ai un conseil. Voilà. Ah, j'ai un bon conseil. Parce que Théo, il travaille beaucoup pour l'équipe. Et c'est souvent les tâches obscures, sincèrement. Donc, il le fait très bien. Maintenant qu'il a veillé Nicolo, je serai lui. Je lui envoie le ballon et je me mets le plus près possible, si t'as des cannes, le plus près possible de lui. Au bout de 3 crochets, il devrait te la remettre et tu vas marquer 2-3 essais. Faut que tu me mettes un coup d'épaule à Couillou. Voilà, faut pas que Couillou soit dans le coup.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous au 0826 300 300 pour parler de toute l'actualité rugby. On a consacré bien sûr la première partie de cette émission au top 14 avec Jean-Baptiste Elissal, avec Philippe Spanghero, avec Théo Millet, notre invité qui était avec nous, le 3/4 centre du Loup bien sûr, mais on ne va pas oublier quand même les résultats de ce dimanche de rugby en France. Il y a aussi le 3e et 4e échelon national, la nationale et la nationale 2. Les résultats avec toi Quentin. Alors en ce qui concerne la nationale, Albi a battu Chambéry 20-16. L'US Bressanne s'est imposé face à Tarbes 23-22. Défaite de Marc-en-Barœul face à Suresnes sur le score de 12-8. Nice a battu Massy 35-18. Rennes a battu Niort 17-12. Narbonne s'est imposé face à Rouen 30-16. Et puis le CA Périgourdin a battu Bourgoin-Jallieu sur le score de 29-16. En ce qui concerne la nationale 2, il y a 2 poules. Dans la première, l'Avenir Valencien a battu Groyer 36-28. Succès de Nantes face à Drancy 19-16. Moléon s'est imposé face à Marmande 23-15. Tyros Anglet, ça se joue en ce moment même. Et pour l'instant, c'est Tyros qui mène sur le score de 32-10. On joue également entre Langon et Saint-Jean-de-Luz. Le score 30-24 pour Langon actuellement. Dans l'autre poule, la poule 2, le rugby club Tricastin s'est incliné face au Servette Rugby Club de Genève 34-17. Vienne a perdu à domicile face au club de Rumilly 27-25. Auch s'est imposé face à l'US Sénoise 46-12. Succès du stade métropolitain, c'est la métropole lyonnaise face à Aubenas 23-22. Nîmes a battu Lannemezan 38-8. Et puis Mâcon s'est imposé face à l'AS Florentine 53-20. François. Voilà, Florence, effectivement, dans le Gers. Peut-être réaction, Jean-Baptiste, sur un des résultats. Est-ce qu'il y en a un qui, que tu as entendu qui te fait réagir, Jean-Baptiste? Niort, alors bien sûr, c'est au nord du sud, mais on est quand même un peu dans le sud-ouest. C'est la Nouvelle-Aquitaine. Ouais, Niort, c'est juste à côté de La Rochelle, vous voyez. Il y a pas mal de petits Rochelais qui jouent là-bas. Voilà, donc je les suis attentivement. Ils viennent de monter. Un jeune staff, puisque il me semble que l'ancien entraîneur de Niort est parti à Oyonnax à la fin de saison dernière. Donc ça a été difficile pour eux à la fin de saison de trouver quelqu'un. Damien Neveu est arrivé et ils s'accrochent, ils font des bons résultats pour l'instant. On veut que ça dure. Voilà, et battu par Rennes, mais bonus défensif pour les Niortais. Le REC aussi qui a aussi des difficultés, notamment sur les voyages. On y reviendra avec le staff des Rennais. Philippe, est-ce qu'il y a un des peut-être en National 2, un des résultats que tu voudrais commenter? Alors non, moi j'étais resté sur la nationale aussi, pardon. Désolé de te flinguer le conducteur, mais non, pas de problème. Là, c'était plutôt sur la nationale et sur la difficulté de Massy en cette saison. On voit quand même à quel point cette nationale a trouvé de la densité, parce que cette équipe de Massy, elle nous a habitués à évoluer en Pro D2. C'est un club formateur très important du rugby français et on voit à quel point là ils sont en difficulté. Ils sont 11e au classement ce soir avec 7 points et on voit à quel point cette nationale, elle a trouvé de l'épaisseur et surtout de l'homogénéité sur le territoire, parce que Jean-Baptiste vient de parler de Niort, mais il y a Chambéry qui est 5e aujourd'hui avec 11 points, et puis vous avez des équipes comme Rennes, comme Bourg-en-Bresse qui sont quand même plutôt à la course vers le haut du tableau, et donc ça montre que le rugby quelque part s'ancre de plus en plus dans des territoires qui l'amènent dans des endroits où il était moins présent, et ça c'est plutôt de bon augure. Ouais, effectivement, voilà pour ces résultats de National et National 2. On va rappeler également les résultats des quarts de finale de la Coupe du Monde féminine. D'abord, est-ce qu'Angleterre-Écosse c'est terminé ou est en train de se terminer C'est en train de se terminer, François. Il va rester une dizaine de minutes à peu près, mais les Anglaises vont s'imposer. Il y a 40-3 actuellement. Oui, on peut dire que l'écart est fait. Ah oui, effectivement. Il y a peu de doutes. Les autres résultats avec notamment la qualification des Françaises. Exactement, l'équipe de France qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Elles étaient menées 13-0 par l'Irlande et puis finalement les Bleus ont réussi à retourner la situation pour s'imposer finalement sur le score de 18-13. L'équipe de France qui va donc retrouver le week-end prochain l'Angleterre a priori, parce qu'il ne va pas y avoir de miracle pour les Écossaises. Donc on aura le droit à un match France-Angleterre. Dans les autres matchs, la Nouvelle-Zélande a battu hier l'Afrique du
du Sud 46-17 et le Canada a logiquement battu l'Australie 46-5. Donc pour l'instant les 3 qualifiés, Nouvelle-Zélande, Canada et France, et l'Angleterre va se qualifier d'ici 10 minutes. Ouais, donc pas de surprise quand même dans ce dernier carré. Et pour en parler, il y a bien sûr Jean-Baptiste Elissalde qui est avec nous, il y a Philippe Spanghero et on est ravi d'accueillir Jessie Trémoulière, ancienne grande joueuse du 15 de France qui était encore il y a 3 ans à la dernière Coupe du Monde. Bonsoir Jessie, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de t'avoir. Voilà, mais on va dire qu'on est dans la logique là quand on voit ce dernier carré qui est en train de se profiler avec la victoire certaine ou quasi certaine de l'Angleterre face à l'Écosse. Oui, c'est le carré logique. Voilà, le début de Coupe du Monde, les quatre dernières normalement c'était celles qui sont qualifiées. Et c'est chose faite. Et la Nouvelle-Zélande et le Canada de la plus belle des manières. C'est vrai que les Françaises ont eu un peu plus de mal. Elles nous ont fait même une frayeur sur cette carte finale. On s'est dit peut-être qu'il y aurait une surprise, mais finalement non. On retrouve bien les 4 dernières qu'on avait prévues sur ce mondial. Ton regard de tacticien, toi Jean-Baptiste, sur cette Coupe du Monde féminine, si tu as pu la regarder et si tu as pris du temps pour regarder notamment les matchs du jour. Ça progresse beaucoup. Le rugby féminin a une qualité, c'est que il y a moins de vices, moins de tricherie. C'est beaucoup plus clair. Elles avaient des problèmes. Justement, j'avais rencontré Jessie, qui était l'une de celles qui avait le meilleur pied à l'époque. Elles avaient beaucoup de problèmes pour jouer au pied, et je vois que elles ont beaucoup progressé dans les 4-5 dernières années, certainement dû au fait qu'elles s'entraînent beaucoup plus et qu'il y a des techniciens qui sont arrivés pour les aider. Et c'est vrai que je regarde ça avec. C'est propre, c'est clair. Il n'y a pas de vice, il y a très peu de mauvais coups. C'est quelque chose d'agréable à regarder. Par contre, pour les Françaises, il va falloir qu'elles se réveillent. Si elles refont le même début de match, ça risque déjà que c'est compliqué. Ça risque d'être vraiment très compliqué. Et j'ai un petit clin d'œil à Manon Bigot, je sais pas comment on dit, la talonneur, la numéro 2 en tout cas, remplaçante qui est rentrée et qui a fait un grand bien à cette équipe de France. Oui, qui a gratté un ballon important à un moment où les Français étaient. Ouais, mais vraiment dans les tout derniers instants, voilà, ça a été dur pour les Françaises. Comment, Jessie, toi qui connais quand même les joueuses et qui est encore proche de cette équipe de France, j'imagine, comment tu analyses cette difficulté aujourd'hui, 18-13, mais ça a été laborieux quand même. Ouais, c'est vrai qu'elles ont été. Ça fait un petit moment malheureusement qu'elles sont mises en difficulté. Et, comment je l'explique ça, je peux pas l'expliquer. C'est vrai que le projet de jeu il est intéressant. Je sais pas, c'est dû à quoi. Est-ce qu'elles ont du mal à s'exprimer? Est-ce qu'elles sont réticentes? Est-ce qu'il y a de la peur? Ça, je peux vraiment pas mettre le doigt dessus, mais c'est vrai que cette équipe de France, je rejoins Jean-Baptiste, si elle se réveille pas contre les Anglais, ça va finir à 60-0 et faut pas passer pour un ridicule. Et même moi, je vais aller plus loin. Elles vont peut-être pas finir sur le podium à ce niveau-là. Donc, quand je vois les Canadiennes et la Nouvelle-Zélande jouer, je me dis que les Français sont loin derrière ces nations-là, quoi. Oui, Philippe Spanghero, toi qui as toujours un œil averti sur ce rugby féminin, est-ce que quand même, selon toi, le déficit aujourd'hui des Françaises, il est quoi ? Il est mental, on va dire elles se lâchent pas, ou alors c'est un petit déficit physique par rapport à leurs adversaires ? Je pense qu'aujourd'hui c'est plus mental, puisqu'elles ont su trouver les ressources pour aller chercher la victoire. Mener 13-0 en phase finale de Coupe du Monde, c'est toujours compliqué de revenir dans ce genre de match. Elles ont su le faire, donc je pense que mentalement il y avait un peu de fébrilité. Et puis la question que j'ai envie de poser à Jessie, alors il y en a deux. Il y en a une première qui concerne l'actualité chaude, c'est le match de la semaine prochaine. Est-ce que finalement c'est pas le scénario idéal d'abord d'affronter les Anglaises chez elles? Elles sont dominatrices et elles seront forcément favorites de ce match, avec quand même beaucoup de pression, parce que tout le monde regarde cette Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qui marque un tournant pour le rugby féminin, et donc les Anglaises veulent marquer l'histoire. Et puis les Françaises ont en tête quand même un dernier match du tournoi où elles y ont peut-être pas assez cru, et il faudra qu'elles aient pas de regrets à la fin de ce match. Donc je me dis que c'est peut-être finalement le meilleur scénario, avec en plus un peu de difficulté aujourd'hui qui leur aura permis de se remettre en question pour aborder ce match de la meilleure des façons. Bon, après, c'est vrai que je me suis posé la même question. Est-ce que c'est pas le scénario idéal de dire voilà, l'équipe de France, c'était compliqué aujourd'hui, et
et se remettre en question derrière et dire voilà, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Est-ce qu'on continue dans cet état d'esprit, dans ce jeu? Est-ce qu'on en prend 60 contre les Anglaises, ou au contraire, est-ce qu'on se réveille et on fait une grosse performance, sachant que les Anglaises jouent chez elles, elles auront cette pression supplémentaire de pas faire un faux pas. Et après voilà, la malchance, j'ai envie de dire, des Français, c'est quand les Irlandaises, elles se sont dit que face à ces équipes-là, face à la France, je connais très bien un peu les étrangers aussi, ils se disent que tout est possible pour gagner face à cette équipe-là. Sauf que c'est vrai que c'est compliqué déjà parce que tu pars pas non plus dans les meilleures conditions, que comme les Anglaises. Je pense que c'est pas dans le même état d'esprit. Les nations qui rencontrent ces équipes-là, au contraire, elles partent déjà pardantes. Donc c'est vrai que faut savoir ce qu'elles veulent faire plus tard. Est-ce qu'on remet les compteurs à zéro et on dit voilà, c'est un match qui a été médiocre, mais qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Ou est-ce qu'on continue et là, pour moi, elles vont droit dans un mur si elles continuent comme ça, malheureusement, et même pour la petite finale. Ouais, il faut absolument réussir à jouer 80 minutes au rythme de ce qui a été fait lors de la deuxième période de Twickenham dans le tournoi, où il y avait eu un réveil. Elle s'était un peu lâchée là à ce moment-là. Ouais, c'était lâché. On voit que elles avaient déjà 40 points dans la musette. Ouais, après peut-être qu'à la mi-temps, elles se sont dit on n'aurait plus rien à perdre, et au contraire, on se lâche, elles jouent pas crispées, et on voit que quand elles sont dans cet état d'esprit, elles peuvent faire de grandes choses. Après, je pense que les équipes anglaises, elles ont à cœur de faire une belle performance chez elles, d'aller atteindre cette finale et de lever la coupe le 27 septembre. Donc, c'est vrai que ça va être un gros match. Mais voilà, quand je vois les Anglaises, j'ai regardé 10 minutes aujourd'hui contre l'Écosse. Quand je vois le jeu qu'elles produisent, même les matchs qu'elles ont fait auparavant, je vois mal qui peut aller gagner cette équipe anglaise. Ouais, c'est vrai qu'elles sont, on va dire, motivées vers l'objectif depuis des années, notamment depuis la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Les Françaises, vous aviez perdu en demi face aux Néo-Zélandaises pour rien, pour un tir au but qui est malheureusement passé à côté. Puis ensuite, il y a eu cette finale extraordinaire entre les Néo-Zélandaises et les Anglaises, et finalement les Néo-Zélandaises l'avaient emporté. Là, les Anglaises veulent leur revanche. Un petit mot quand même, Jessie, avec toi sur ta deuxième carrière, celle de coach. Voilà, ça y est, t'as franchi le Rubicon, tu transmets. Oui, exactement. J'ai passé mon diplôme la saison dernière, que j'ai validé. Maintenant, voilà, je suis sur le terrain au sein du club de Brioude avec 2 autres entraîneurs, et ça se passe super bien. Et voilà, il y a aussi cette notion de transmission. Je me dis qu'il y a énormément de choses qu'on apprend au plus haut niveau, et j'ai envie aussi de transmettre tous les acquis, tout ce qu'on peut voir, ce qui peut se passer à haut niveau, et leur transmettre un peu au club qui est juste à côté de chez moi. Et pour le moment, je m'épanouis, je me régale, et je prends vraiment plaisir de ce côté-là. Avec une envie d'entraîner au niveau supérieur? Chaque chose en son temps. Voilà, j'ai pas l'objectif d'aller entraîner pour le moment le haut niveau. J'ai envie d'apprendre ce poste-là, apprendre à côté des personnes ça fait un moment qu'ils sont dans ce milieu-là. Donc voilà, chaque chose en son temps. Je suis juste novice et j'ai envie de pas griller les étapes, et on verra petit à petit les choses où est-ce qu'elles vont m'emmener. Ouais, et toi qui connais ce niveau du rugby féminin, le niveau amateur, qui voit les joueuses, est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'il y a un essor, est-ce qu'il y a un mouvement, voilà, un engouement? Oui, bien sûr. Oui, il y a un engouement. Enfin, moi, je vois sur cette Coupe du Monde en Angleterre, j'étais surprise que les stades ils étaient pleins pour un quart de finale ou même pour des phases de poule. C'est vrai que l'engouement en Angleterre, il doit être vraiment exceptionnel, et il y a une répercussion aussi dans les autres nations, et surtout en France, où le nombre de licenciés, j'ai vu qu'il avait encore augmenté. Donc voilà, c'est grâce à ces événements-là qu'ils sont mis en lumière, que c'est médiatisé, qu'on en parle, et que ça va faire passer un peu les caps dans certaines familles qui appréhendent un peu ce sport-là côté féminin. Jean-Baptiste, un petit conseil peut-être pour Jessie, qui est une jeune coach? Donc, elle a le temps, qu'elle prenne son temps pour bien se préparer, qu'elle ne brûle pas les étapes. Mais elle sera une bonne coach, parce que c'était quelqu'un, quand elle jouait, d'assez brillante. Donc je pense qu'elle va arriver à le transmettre, son savoir, assez facilement. Voilà. Et puis pour en revenir aux féminines et l'engouement qu'il y a, c'est pas nouveau. Enfin, à Montpellier, j'ai vu, il y avait une recrudescence incroyable de jeunes filles qui venaient jouer au rugby. Là, j'arrive à La Rochelle, et il y en a au moins, il y a 4 ou 5 équipes. Il y en a, voilà. Donc,
Je pense que le rugby à 7 y a fait aussi pour beaucoup, j'imagine. Non, c'est chouette pour notre sport. Bon, et bien en tout cas, on souhaite aussi que samedi prochain après-midi, l'équipe de France crée l'exploit, fasse tomber les favorites anglaises chez elle. Voilà, ce sera à Bristol, bien sûr, on le vivra sur Sud Radio. Merci Jessie Trémoulière d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et à très bientôt. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous sur la radio du rugby. Dans un instant, on va toujours avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero se projeter sur le dernier rendez-vous du week-end. C'est Racing UBB. Restez avec nous. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Dans 2 heures, il y aura sur Sud Radio en direct en intégralité le dernier match de la deuxième journée du top 14. Ce sera le Racing 92 face à l'UBB. Pour en parler, il y a bien sûr Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanghero, Clément Combe. Salut Clément qui va commenter le match ce soir. Et puis, nous sommes ravis d'accueillir Elodie, supportrice de l'UBB. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Alors avant d'avoir votre avis, Elodie, je voulais quand même demander l'avis du technicien Jean-Baptiste Elissalde sur ce match. Quel visage va-t-on voir ce soir du Racing, qui a été un peu transparent la semaine dernière à Lyon et qui reçoit une équipe de l'UBB qui a quand même quelques blessures qui peuvent éventuellement l'affaiblir. Comment tu vois les choses, Jean-Baptiste ? Je vois que le Racing peut pas faire pire, ou alors s'il fait pire, c'est à désespérer. Il y a eu beaucoup de paroles à l'intersaison. J'ai eu un très long article de leur président, de Patrice Colazo, qui voulait remettre les hommes au cœur du projet, pas les stars, etc. Et au premier match, tu fais 19 pénalités. Il n'y a pas une collision de gagné, très peu d'envie, t'es bousculé un peu partout. Donc j'attends une réaction du Racing. Et quant à Bordeaux, même s'il y a des blessures, j'ai vu qu'Yannick Bru allait mettre quelques jeunes dans l'effectif. Donc ça nous fait découvrir encore quelques joueurs issus de leur formation. On en voit de plus en plus et ça c'est agréable. Mais par contre, j'ai trouvé leurs 20 premières minutes face à La Rochelle très faibles. Donc j'attends un peu mieux dans le contenu. Alors même si je sais qu'ils ont repris un peu plus tard, je vais être un peu patient, mais je les ai pas trouvés en grande forme pour ce premier match, qui est bien normal avec un titre, une reprise tardive. Elodie, supportrice de l'UBB, comment vous voyez votre équipe de cœur ce soir au Racing ? Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de Jean-Baptiste Elissalde ? Alors je ne peux que les comprendre parce que je valide à 200%. Effectivement, les 20 premières minutes m'ont fait très peur la semaine dernière. J'ai dit là on n'est pas bien, effectivement on manquait de rythme, d'automatisme, mais après c'est l'esprit d'équipe qui a pris le dessus pour aller gagner. Là il fait rentrer beaucoup de jeunes pousses qui commençaient chez les espoirs qui sont en train de monter, donc je compte sur eux pour amener un petit peu de fraîcheur et puis un petit peu de dynamisme et je pense que ça peut le faire. On part avec quand même sur le papier une jolie équipe. Je sais que Yannick Bru a corrigé beaucoup de choses cette semaine. Ils ont fait des grosses séances, donc je suis plutôt optimiste. Alors déjà si on rentre avec un point, ça sera super chouette, mais je pense que avec cette équipe, un bon mental, ça peut passer. Bon, Philippe Spanghero, tu suis l'optimisme d'Elodie ? Oui, plutôt parce que je sais pas du tout quoi penser de cette équipe du Racing, parce que c'est vrai que sur le papier ça fait encore partie des grosses écuries du championnat, mais quand on regarde cet effectif et l'équipe alignée ce soir, il y a un manque d'expérience, il y a un manque de densité devant. C'est vraiment un nouveau projet qui se met en place du côté du Racing. C'est une année de transition et j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour Patrice Colazo, et face à ça l'UBB a trouvé de la profondeur de banc. Ils avaient réussi à faire déjà le coup à Toulouse l'année dernière en ayant fait tourner leur effectif. Et là, malgré tout, je trouve qu'ils ont une équipe très homogène ce soir. Ils ont une équipe espoir qui a donné des garanties l'année dernière, qui a battu le Stade Toulousain qui dominait ces dernières saisons la compétition. Donc, ils ont une profondeur de banc certainement renforcée encore pour jouer sur les deux tableaux. Et donc, je vois sur le papier une équipe de l'UBB mieux armée ce soir. Clément Combe, justement, les nouveaux visages là dont on parle Elodie et Philippe, ce sera qui du côté de l'UBB ? Salut à tous. Déjà, ce sera d'abord Adrien Drot, le premier centre titulaire avec le numéro 12 dans le dos. On sait qu'Yoram Moefana est blessé. Janse van Rensburg est commotionné. Donc Yannick Bru, son staff font confiance à ce jeune espoir de 19 ans qu'on a pu voir en match de préparation à Soyons-Angoulême, mais c'est sa première titularisation et sa première feuille de match en pro ce soir. Ouais, ça va sonner vide ce soir, l'Arena. On sera là, nous, avec Sud Radio, avec toi et Alexandre, bien sûr, pour poursuivre ça en intégralité. Mais on ne l'espère pas. On nous parle d'une reconstruction, d'un nouveau projet. On espère que les supporters du Racing 92 seront là. Et surtout, attention.
parce que quand il y a des gros clubs qui se déplacent à l'Arena, enfin des clubs de grandes villes, de province entre guillemets, même si le terme peut être péjoratif, je pense à Clermont, à Bordeaux, à Toulouse, il peut y avoir beaucoup de supporters de l'équipe à l'extérieur. Bon, on le souhaite, en tout cas. Tiens, un petit tour de table très rapide parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Le prono, Elodie, ce soir, le score ou l'écart de score entre le Racing et l'UBB. 23-19 pour l'UBB. Philippe? Ouais, je vois quand même l'UBB 21 à 14. Ouais, Jean-Bas? Non, là, c'est catastrophique. Allez, courte victoire du Racing pour mon pote Patrice et Fred quand même. Allez, ça va le faire. Ils vont se réveiller. Voilà. Mais quoi, un 15-14 ou un... Un truc, ça va être un truc genre s'ils s'en sortent comme ça, on en marque 2, mais on en prend 3, on en marque 1 et puis ça va jouer. Allez, j'espère moins de 7 points d'écart. Peut-être bonus défensif pour Bordeaux. Ouais. Bon, à voir. Clément, voilà, tu peux garder ta neutralité de commentateur, mais quand même. Ben moi je remercie l'enthousiasme de Jean-Baptiste quand même. J'espère qu'il y aura du spectacle à l'Arena. Il pleut sur Paris depuis ce matin, mais on jouera sous un toit ce soir. Eh oui, c'est ça aussi l'avantage. Allez, ils ont enlevé la piscine des JO, c'est bon, t'as bien regardé. Normalement c'est bon. C'est bon. Alors, ils vont pas patauger. Merci Elodie de nous avoir appelé et d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Et bon match ce soir. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On est en retard, mais c'était François, super. j'ai une revendication. Il faut remettre en place de temps en temps des petits qui je suis parce que je me tire une balle dans le pied face à un concurrent sérieux, mais avec Jamba quand même, on peut avoir des confrontations sérieuses. On va le travailler. Allez, on passe la main tout de suite à Judith Belair. C'est excellent. On vous remercie. On vous donne rendez-vous dans 2 heures sur l'antenne de Sud Radio pour donc ce match UBB Racing. À tout à l'heure.